bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Marc Brière, le président du directoire d'Arkea Capital, qui ouvre un nouveau fonds d'investissement à impact dans 4 domaines: transition énergétique et climatique, économie circulaire, capital humain et puis santé, bien-être. Le débat de ce Smart Impact qui portera sur les éoliennes et leur acceptabilité par les Français. On va révéler les résultats d'un sondage qui montre que c'est une énergie à la fois attendue et méconnue. Et puis la start-up éco-responsable du jour, elle s'appelle Bram et c'est un concept de cafétéria zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Marc Brière, bienvenue. Vous êtes donc le président du directoire d'Arkea Capital, filiale de Capital Investissement du Crédit Mutuel Arkea. Vous pouvez nous présenter Arkea Capital en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. En quelques mots, Arkea Capital a été créé il y a 40 ans. Nous sommes 40 collaborateurs, donc voilà, le chiffre clé ce matin c'est 40, et 40 ans c'est long dans le métier du capital investissement. On est, je pense, parmi les 5 ou 10% des 300 investisseurs financiers français qui avons le plus d'ancienneté dans ce marché. Ça nous donne une certaine légitimité, et notre métier il est très simple, c'est accompagner les entrepreneurs de la start-up à l'ETI en passant par la PME, sur la durée, sur le moyen long terme. On se positionne vraiment dans l'accompagnement minoritaire et sur la durée pour rendre possible les projets. Donc on a fait ce métier sur des PME ETI depuis 40 ans et depuis 6 ans, on le fait également pour des entrepreneurs de jeunes entreprises, des jeunes pousses, les start-up, les scale-up, les fameuses pépites qu'on rêve tous d'avoir dans nos territoires et qu'on a en France aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, cette idée de rester actionnaire minoritaire et d'accompagner sur le long terme, vous avez annoncé le 24 mai dernier le lancement du deuxième fonds We Positive Invest, 6 ans après le premier. Quel est le principe de ce fonds ? C'est un fonds qui vise véritablement à identifier des précurseurs, des entrepreneurs qui font concrètement quelque chose et qui ont choisi un modèle économique qui va transformer le monde au plan environnemental et sociétal. Je pense qu'il est important à ce stade de bien distinguer les entreprises à impact qui sont celles dont le modèle de base est tourné vers une transformation. On va prendre quelques exemples évidemment. De celles qui sont des entreprises qui font des fauteuils, des tables ou des boîtes de conserve. Et j'adore les boîtes de conserve. On a dans notre portefeuille des entreprises remarquables comme les Pâtés et Naf par exemple, mais qui ont un métier relativement généraliste et qui font de la transformation RSE. Ça, c'est essentiel. Et on les accompagne aussi, celles-là. Mais le fonds à impact qu'on crée, We Positive Invest, dans son deuxième millésime, We Positive Invest numéro 2, va renouveler ce qu'on a fait depuis 5 ans sur le premier fonds, qui est de choisir vraiment des entrepreneurs qui choisissent leur modèle économique dans l'impact et dans la transformation, dans les 4 verticales que vous avez citées tout à l'heure. Donc, vraiment ça, l'essentiel, c'est choisir des précurseurs qui vont identifier leur modèle pour que ce modèle soit contributeur de transformation. Et je vais redonner ces domaines: transition énergétique et climatique, économie circulaire, capital humain et puis santé, bien-être. Si vous disiez, on va prendre quelques exemples. Allons-y, parce qu'on peut s'appuyer finalement sur le premier fonds We Positive Invest. Donc un ou deux exemples d'entreprises un peu emblématiques, quoi. Absolument. On a investi dans 12 entreprises au travers de ce premier millésime. Des entreprises assez variées finalement, mais qui toutes ont la caractéristique d'être dirigées par des hommes et des femmes absolument visionnaires et exceptionnels pour réaliser, pour exécuter. Donc un exemple que je peux prendre par exemple, qui nous tient à cœur, c'est une entreprise qui s'appelle Ascor Communication, qui est basée dans la région rennaise. On est basé en Bretagne, mais on investit dans toute la France. Je tiens à le préciser. Notre fonds couvre l'ensemble du territoire national métropolitain. Mais effectivement, on a un maillage, on va dire, en Bretagne et dans l'ouest de la France qui est peut-être encore plus important. Donc, cette entreprise Ascor propose des formations en ligne pour des diplômes de CAP, donc destiné à des personnes sans qualification, sans emploi. Plus de la moitié des apprenants sur ces sites, qui s'appellent Espace Concours et le campus des écoles, sont des gens qui sont au chômage. Donc c'est vraiment une formation. Quand on parle d'impact, j'entendais encore
je crois, ce matin sur vos antennes des réflexions et des débats sur l'éducation, le manque de profs, etc. On sait bien que le problème de la pauvreté et de l'exclusion et des inégalités en France, c'est d'abord un problème d'éducation, un problème d'accès aux compétences et d'adéquation entre le marché de l'emploi et les compétences. Et cette entreprise, qui a été créée il y a une bonne quinzaine d'années, propose des formations. L'an dernier, en 2021, l'impact, il faut le chiffrer, il faut le mesurer. Nous, on essaye vraiment, on en parlera après, de mesurer l'impact. C'est 13 000 apprenants, donc 13 000 personnes qui ont eu une formation qualifiante et dont 90% arrivent sur le marché du travail, effectivement. Et quel rôle, on va rester sur cet exemple, vous jouez avec We Positive Invest, c'est quoi? C'est un rôle d'accélérateur d'une certaine façon, alors, avec l'investissement, d'accompagnement, vous l'avez dit? C'est un rôle qui est à différents niveaux. Tout d'abord, c'est un rôle, il ne faut pas se le cacher, d'apporter de l'argent, du carburant dans le moteur pour accélérer la croissance, donc pour permettre de faire des recrutements, des commerciaux, de développer les sites internet. Donc il y a un côté injection de cash, évidemment, dont l'entreprise a besoin dans cette phase de forte accélération. Le deuxième rôle, c'est effectivement d'être, j'ai tendance à dire, l'aiguillon ou l'effet miroir du chef d'entreprise. Ça, c'est pas propre à We Positive Invest, c'est l'ensemble de nos interventions auprès des PME ETI. Notre rôle, c'est d'être là dans la bienveillance. Ce terme est un peu tarte à la crème, pardonnez-moi, mais malgré tout... On le met à toutes les sauces, ça c'est sûr. On aime bien quand même la pratiquer, cette bienveillance, et d'être dans un rôle de challenge bienveillant, mais exigeant, pour aider le chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez, on l'a dit, 6 ans d'expérience sur ces questions d'entreprise à impact. Donc, ça va forcément servir aussi celle que vous allez sélectionner pour ce deuxième millésime. Mais cette expérience, elle est... Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est-à-dire qu'on parle de métriques, on parle de moyens d'évaluer l'impact. C'est le troisième élément que je voulais vraiment mettre en avant, c'est qu'on est un fonds, enfin notre équipe, on est une équipe de 5 personnes qui va encore s'agrandir, qu'on a voulu constituer avec des vrais spécialistes de l'impact. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai recruté dans notre équipe de ce fonds l'ancienne responsable RSE de tout le groupe Arkea, tout le groupe Crédit Mutuel Arkea, Catel-Quintric. Voilà, on a Morgan Carval, qui est le patron de l'équipe Impact, qui a travaillé dans l'ISR depuis 20 ans, aux côtés de Nicole Notta sur Vigéo à une certaine époque, et qui, depuis, n'a fait que de l'investissement ISR. Donc on a vraiment des spécialistes, et notre valeur ajoutée sur cette thématique de l'impact spécifiquement, c'est d'être justement dans la formalisation de l'apport, de l'impact sous forme de quantification. En fait, une entreprise qui a un rôle bénéfique pour l'environnement ou la société, elle le fait nativement, et parfois elle en oublie qu'il est essentiel de pouvoir démontrer, donner la preuve, mesurer, quantifier, comparer les statistiques et les chiffres à l'entrée, 3 ans après, 6 ans après. Et donc nous, on a une méthodologie propriétaire qu'on a développée par nous-mêmes et qui permet nous-mêmes dans un premier temps, puis avec une certification de cabinet externe pour nos souscripteurs qui ont besoin d'être rassurés par un tiers. Donc, des cabinets externes vont vérifier ce qu'on dit, à savoir qu'on a eu tant d'amélioration de l'impact social, environnemental, les tonnes de CO2, je prends... Oui, donc on est vraiment... mais est-ce que ça rentre dans le bilan en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une valorisation financière de cet impact positif? Parce que ça, c'est un enjeu majeur de la transition. Et vous savez très bien, Thomas, que l'ensemble du groupe Arkea a été novateur pour mesurer sa performance globale et pas seulement sa performance financière. Nous, c'est pareil, puisqu'on est intégré quand même dans le groupe Arkea. On aura à cœur, et on a identifié la méthodologie pour le faire, effectivement, de chiffrer financièrement cet impact, si je peux dire, extra-financier. Cet impact qui est extra-financier, mais qu'il convient de traduire en chiffres. Et donc, quand on va rendre compte à nos porteurs de parts, à nos souscripteurs, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, au travers de contrats d'assurance vie, puisqu'on veut vraiment élargir au maximum les bénéficiaires de ce fonds, on pourra leur dire qu'effectivement, ils ont fait un TRI, pour employer un gros mot de notre métier, un taux de rendement interne, une performance financière de X%, bonne performance, je pense, mais également qu'ils auront pu quantifier une création de valeur non financière, entre guillemets, qu'on quantifiera précisément. Et on va terminer là-dessus. Ces 12 entreprises que vous avez accompagnées avec We Positive Invest, premier millésime, elles font la démonstration que cet impact sociétal, environnemental, il rime avec la performance économique? Absolument, absolument. Je prends un autre exemple qui est Gaiago, qui est une autre entreprise à Saint-Malo, celle-ci en Bretagne, qui revitalise les sols de manière naturelle.
La démonstration de la création de valeur, pour répondre à votre question, elle est évidente. On est en train de faire une nouvelle augmentation de capital. La valeur sur laquelle les nouveaux entrants sont en train d'arriver est 2 ou 3 fois supérieure à celle sur laquelle on a fait notre augmentation de capital il y a 3 ans. Parce qu'il y a de ce qu'on appelle de l'ARR, donc du chiffre d'affaires d'abonnement, il y a de la création de richesse financière qui n'est pas encore positive, puisque l'entreprise est encore en train d'investir. Mais on voit que ça marche. Voilà, financièrement, ça marche. C'est ça qu'on peut dire. Et on peut parler aussi de WAM, qui a fait sa première levée de fonds, puisque je le précise quand même. Le fonds Oui Positive Invest numéro 2 vient de faire son premier investissement la semaine dernière avec WAM W2AM, qui est la contraction de We Are All Métis, qui a été créée par une femme exceptionnelle qui réalise des produits cosmétiques naturels en poudre, en do-it-yourself. C'est-à-dire que vous achetez dans 1000 points de vente en France de la poudre, non pas de perlimpinpin, mais de la poudre de produits naturels que vous mélangez à l'eau, donc ça fait moins de transport d'eau pour arriver jusqu'à chez vous. C'est vous qui fabriquez votre dentifrice, votre pâte pour nettoyer la peau, différents de shampoings, etc. Et ces produits ont un impact exceptionnel, évidemment. Merci beaucoup, Marc Brière, d'être venu nous présenter ce fonds d'investissement Oui Positive Invest. On passe à notre débat sur les éoliennes. On se projette dans notre avenir énergétique. Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Réginald Thiebaud, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur d'Iberdrola Énergie France. À vos côtés, Jean-Louis Bal, bonjour. Heureux de vous retrouver, président du syndicat des énergies renouvelables. Je veux bien que vous nous présentiez Iberdrola pour commencer. Oui, bonjour à tous. D'abord, Iberdrola, c'est une société espagnole qui a, il y a 20 ans, s'est engagée entièrement dans la transition énergétique et qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux de l'éolien. Voilà, en France, c'est une société qui s'est beaucoup investie, notamment avec un parc en construction à Saint-Brieuc, fin 2023, en offshore, et qui a décidé, maintenant il y a 2-3 ans, d'investir 4 milliards d'euros sur la France pour développer l'ensemble de ces infrastructures renouvelables. Voilà. Jean-Louis Bal, on va redire ce que pèsent les énergies renouvelables dans ce pays. C'est combien d'emplois, quel chiffre d'affaires aujourd'hui en France ? Les emplois en énergie renouvelable qui sont répartis sur tout le territoire, c'est aujourd'hui de l'ordre de 180 000 euros. Alors, moi j'ai un chiffre précis pour 2019, mais depuis ça a beaucoup progressé, donc c'était 160 000. Et vu le développement actuel des énergies renouvelables, on augmente ces emplois régulièrement. Ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards d'euros par an, à la fois en installations nouvelles et en exploitation des installations existantes. Donc ça commence à peser dans l'économie française. Bien sûr, bien sûr. Alors vous avez publié les résultats d'un sondage IFOP, on va y revenir, mais c'était à l'occasion de la journée européenne du vent et de l'éolien. Il y a eu aussi cette initiative hyper originale d'installer des tourniquets éoliens dans le métro. Alors moi, je ne les ai pas testés, donc j'aimerais bien savoir comment ça marche. C'était quoi déjà ces tourniquets éoliens ? Le 15 juin était la journée européenne du vent et de l'éolien, et donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de concrétiser cette journée par une action un peu originale. Donc on a fait une première mondiale en collaboration avec l'école Juna à Lille. Donc il y a une quinzaine d'étudiants, et c'était important pour nous d'associer les étudiants. Et ces étudiants qui ont travaillé sur un principe de se dire, un tourniquet finalement, à part passer son passe Navigo et passer le trajet, ça pourrait être intéressant de le transformer dans un impact positif. Et donc on se dit, à chaque fois qu'un tourniquet fait un quart de tour, il pourrait produire de l'énergie. Donc on a installé à Miroménil 5-6 éoliennes. On a eu 27 000 passages sur 2 jours, des gens hyper intéressés, amusés, etc. Et on a démontré qu'à travers quelque part un objet du quotidien, qui est un tourniquet de métro, eh bien on pouvait effectivement produire de l'énergie. Pour votre info, on a produit à peu près 2000 watts. Donc si on installait l'ensemble de ces pales éoliennes sur l'ensemble des tourniquets de la RATP à l'année, on pourrait chauffer un foyer de 4 personnes pendant 10 ans. Voilà. On voit les images, donc elles ont effectivement la forme de mini-éoliennes. C'est pas obligé, ça pourrait avoir une toute autre forme, ça fonctionnerait. En fait, c'était l'image. Voilà, c'était l'image, et c'était de dire aussi l'éolien peut avoir un impact positif, évidemment, dans notre quotidien en règle générale. C'est intéressant, on est dans une innovation, effectivement. Peut-être qu'on va tous produire de l'électricité dans le métro à l'avenir. C'est un secteur qui innove forcément beaucoup aujourd'hui.
Alors c'est un secteur qui innove énormément et qui va encore innover d'autant plus qu'on a un avenir qui est assez radieux pour les énergies renouvelables, que ce soit dans l'éolien, le solaire, la biomasse, la géothermie. On doit innover parce qu'il faut notamment décarboner notre système énergétique. On va le décarboner en augmentant la part de l'électricité dans notre bilan. Aujourd'hui, l'électricité, on en parle beaucoup, mais ce n'est que 25% de notre consommation d'énergie. Mais c'est une électricité qui est décarbonée et qu'il faudra conserver décarbonée. Et donc, on va augmenter les usages de l'électricité avec les transports, Bien sûr. en augmentant la part de l'électricité dans l'industrie ou dans les bâtiments. Et pour développer cet usage de l'électricité, par exemple, il faudra beaucoup innover pour qu'on puisse recharger son véhicule électrique partout en France avec la même facilité d'usage que quand vous allez avec votre véhicule à essence dans une station-service. Ça demande beaucoup d'innovation, d'intelligence sur les réseaux électriques. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a... Oui, des champs d'innovation, si j'ose dire, il y en a énormément. Réginald Thiebaut, vous avez donc publié ce sondage, les résultats de ce sondage IFOP. Je vais donner un premier chiffre. 73% des Français font de l'indépendance énergétique un enjeu prioritaire. Est-ce que, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que les Français se sentent peu ou mal informés sur l'énergie éolienne. Oui, c'est vrai. 54% en ont une bonne opinion. Et d'ailleurs, c'est amusant de noter que ceux qui vivent près d'un parc d'éolien, un parc éolien, à 60% en ont un avis encore très positif. Ce qui prouve que forcément, ce sont ceux qui ont été le mieux informés. Et du coup, effectivement, je pense que collectivement, il y a beaucoup de choses à communiquer, à dire, voilà, sur l'éolien. Donc, les gens, globalement, on a un a priori positif, ont besoin de plus de renseignements, notamment sur toute la partie recyclable de l'éolien. Et puis, je vous lis une nouvelle fois, ceux qui connaissent mieux, qui ont plus d'informations, etc., finalement, à 60%, on a un très bon avis. Donc, voilà, on a beaucoup à faire encore pour communiquer sur quelque part les bienfaits de l'énergie éolienne. L'identification aussi comme une énergie d'avenir, ça c'est assez évident, c'est ce qui ressort aussi de ce notamment sondage. En offshore, on en discutait, mais il y a évidemment énormément de potentiel sur ces parcs éoliens offshore, avec du coup d'ailleurs un plan d'investissement prévu. Voilà, mais évidemment, on a un gros potentiel et on est très en retard aujourd'hui en France sur l'éolien offshore. Alors il y a toujours, quand on parle d'éolien, alors c'est vrai d'ailleurs, on pourrait poser la question, si on va parler de nucléaire sur les nouvelles centrales, etc., c'est la question de l'acceptabilité. Ce sondage, il vous rassure, il est fait aussi pour nous rassurer. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors le sondage, il nous interroge quand même parce que les Français avouent être mal informés sur l'énergie éolienne en particulier. Maintenant, des sondages sur l'acceptabilité... Mais ça veut dire quoi? Pardon de vous interrompre. Ça veut dire c'est quoi l'idée reçue la plus partagée, par exemple, sur l'énergie éolienne? L'idée reçue, c'est que quand on installe une éolienne, il faut mettre une centrale à gaz derrière et donc on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. C'est que les éoliennes ne sont pas recyclables, ce qui est complètement faux. Enfin, il y a beaucoup d'idées reçues. Enfin, les anciennes pales n'étaient pas recyclables. Il y en a eu quand même pas mal qui ont été enfouies. Alors, il faut dire la vérité. Elles n'ont jamais été enfouies. Les pales, c'est le point faible donc, du recyclage des éoliennes. Actuellement, quand une éolienne arrive en fin de vie, les pales sont incinérées dans des cimenteries, mais elles ne sont pas enfouies. Alors peut-être pas en France, mais c'est arrivé. Non, mais en tout cas chez nous, ce n'est pas j'entends votre argument. Et les nouvelles pales qui vont être installées dans les prochaines années seront entièrement recyclables. Donc voilà, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont répandues sur l'éolien, et notamment le fait que faire de l'éolien ou du solaire photovoltaïque ne servirait pas à diminuer donc notre empreinte carbone, ce qui est complètement faux, qui a été bien démontré par le réseau de transport de l'électricité, puisque grâce à l'éolien et au solaire, sur la dernière décennie, on a arrêté 13 000 mégawatts de centrales qui fonctionnent au combustible fossile, que ce soit au fioul lourd ou au charbon. Et dans le futur, ça va continuer donc avec
l'augmentation de la consommation d'électricité qu'on va devoir satisfaire avec des énergies renouvelables. Donc il y en aura 3 principalement qui vont contribuer à ce développement. C'est l'éolien en mer, c'est l'éolien sur terre, c'est le solaire photovoltaïque, et bien entendu, l'hydroélectricité va être la base de tout cela, qui va permettre de gérer la variabilité de ces énergies. Réginald Thiebaud, cette question de l'acceptabilité, est-ce qu'elle se pose de la même façon dans tous les pays ? Vous qui n'êtes pas seulement présent en France, et pour cause, puisque c'est d'abord en Espagne que vous êtes développé. Oui, elle se pose, je pense, que dans tous les pays. Mais après, certains pays ont décidé d'accélérer beaucoup plus vite que d'autres, parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Voilà. Et du coup, à un moment ou à un autre, bien sûr qu'il y a des réunions de concertation, etc. Mais on discutait, le parc de Saint-Brieuc a été attribué en 2012 et du coup, il sera mis en place en 2023. Cette crise énergétique d'aujourd'hui, elle a démontré qu'on devait accélérer sur l'ensemble de ces énergies. Et du coup, on ne peut plus tellement se permettre d'attendre aujourd'hui 11 ans ou 12 ans avant de développer un parc entre ce moment où on l'attribue et au moment où on le développe. D'ailleurs, c'est une réflexion, je crois, globalement, qui est en cours. Donc oui, bien sûr, l'acceptabilité, elle se pose un peu partout. Mais globalement, aujourd'hui, il y a une pression, d'ailleurs, de la population comme du gouvernement pour accélérer maintenant ces développements. On n'a plus le choix aujourd'hui. On doit accélérer sur l'ensemble de ces énergies renouvelables dans leur globalité. Voilà, on a vu qu'aujourd'hui, cette crise énergétique, l'indépendance énergétique, d'ailleurs, dans le sondage qu'on publie, 73% des Françaises sont pour accélérer sur l'indépendance énergétique. Voilà, donc on n'a plus le choix, on doit avancer et on doit accélérer sur l'ensemble de ces énergies. Oui, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure. Évidemment, la guerre en Ukraine, c'est un accélérateur de prise de conscience, il faut le dire aussi. Alors voilà, malheureusement, il y a cette guerre, évidemment, mais c'est un accélérateur de prise de conscience. Vous le ressentez, vous, dans les projets, l'avancée des projets, par exemple? Ça montre bien donc que les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont extrêmement compétitives et elles permettent une stabilité du prix de l'électricité notamment, mais pour les autres énergies, les autres formes d'énergie également. Et ça favorise l'acceptabilité. Et il faudra que dans les mois et années qui viennent, on soit beaucoup plus imaginatif sur le partage de la production d'énergie éolienne ou solaire avec les populations riveraines. Il faut qu'on ait des mécanismes qui permettent de vendre à prix compétitif l'énergie produite aux riverains. Et ça va favoriser fortement donc l'acceptabilité. Il y a déjà des choses qui existent, notamment sur la participation des citoyens au financement des installations. Il y a des retombées fiscales qui sont concentrées donc sur les collectivités locales, mais les citoyens n'ont pas conscience de ces retombées parce que c'est pas affiché. Il n'y a pas écrit voilà, la crèche de tel village a été réhabilitée grâce à la taxe sur la ferme éolienne qui est à côté. Et ben voilà, c'est des axes de communication pour vous. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce sondage. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir Bram. Smart Ideas avec Alexis Deloine, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Bram, vous l'avez créé en 2018 avec Yann Simon. Ça a été quoi le déclic, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, donc mon associé et moi, on a fait une école de commerce classique et ensuite on a travaillé que dans des startups. Et dans ces startups, on était un peu chouchoutés, c'est-à-dire qu'on avait déjà en 2012-2013 des petites attentions de nos employeurs, du café gratuit, du snacking à disposition et d'autres choses. Et en discutant en fait avec nos amis qui faisaient des parcours un peu plus classique, traditionnel, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une évidence, que eux n'avaient pas forcément accès à ces petites attentions et on s'est dit que ça avait vocation à se démocratiser. Et comme on est un petit peu gourmand aussi, on a décidé de se lancer sur la cafétéria d'entreprise. Cafétéria d'entreprise, avec cette promesse, une cafétéria zéro déchet. Comment vous tenez cette promesse ? Alors, Bram est spécialiste de la cafétéria saine, naturelle et engagée. Donc nous, on essaie de se distinguer des offres de cafétéria traditionnelles en proposant des offres éco-responsables.
Voilà. Donc concrètement, on propose tout ce que vous trouvez dans une cafétéria d'entreprise classique, du café, de l'eau, du snacking. La différence chez Bram, c'est que le café, on va remplacer par exemple toutes les machines à capsules par des machines à café en grains, donc plus écologiques, plus économiques, meilleurs au goût. Pour les fontaines à eau, on va remplacer toutes les traditionnelles fontaines à bonbonnes qu'on trouve encore parfois, et on les remplace par des fontaines à eau qui sont directement branchées sur réseau d'eau, microfiltrées, et donc pareil, plus écologique, économique et aussi bonne. Je parle du café. Est-ce qu'il y a des... Bon, effectivement, on voit bien la logique, mais est-ce qu'il y a des enjeux de traçabilité, de partenaires? Où est-ce que vous allez chercher votre café? Parce que même ça, c'est un enjeu important. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le café, c'est une de nos offres phares aujourd'hui, parce qu'il y a une très très grosse tendance. Aujourd'hui, la plupart des entreprises et même des particuliers s'équipent en machine à café en grains. Une grosse tendance là-dessus. Donc nous, on va chercher notre café chez des petits producteurs un peu partout dans le monde. Ça peut être Éthiopie, Rwanda, Mexique, Colombie. Et donc, il faut qu'on accorde une attention particulière à tisser des partenariats de long terme, à veiller à trouver des collaborateurs qui tissent des liens de qualité avec des coopératives qui sont respectueuses des conditions de vie, des conditions humaines, de la rémunération des petits producteurs. Qui sont vos clients aujourd'hui? Plutôt des grandes entreprises? Parce que vous dites, nous, on vient d'un univers start-up. Là, est-ce que vous touchez des grandes entreprises aujourd'hui? Alors, Bram fait exclusivement du B2B, donc on distribue uniquement nos produits en entreprise, partout en France. On est implanté à Paris, mais on est partout en France. On distribue autant à des petites entreprises qu'à des startups, qu'à des PME, des grands groupes. Je dirais que 80% de nos clients sont quand même des PME et des grands groupes, qui s'équipent de manière massive. Là, dernièrement, c'est Engie qui remplace toutes ces machines à café à tous les étages, donc c'est pour 6000 personnes. Voilà. La crise Covid, avec le développement rapide du télétravail, alors qu'est-ce que ça a changé? Parce que vous l'avez créé l'entreprise en 2018, donc vous étiez toute jeune entreprise quand la crise démarre. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été un coup de frein ou au contraire un accélérateur pour vous? Alors ça a été une sacrée histoire, ce Covid, pour nous, puisque le télétravail, on est directement impacté. La consommation dans les entreprises est directement liée à la présence sur site. Donc le Covid nous a permis de nous recentrer, peut-être, de passer d'une boîte qui était plus autour de la distribution de snacks, de snacking à disposition, plus vers le café, l'eau, qui sont des offres un petit peu plus pérennes, avec des locations, de la location financière, des loyers sur de l'équipement. Donc d'un point de vue stratégie, ça nous a permis de nous recentrer sur ces offres-là. Et après, ça a été aussi un accélérateur dans le sens où l'installation de cafétéria est très liée finalement au déménagement de bureaux. Vous changez de machine à café souvent comme vous changez de copieur quand vous changez de bureau. Et en fait, avec ce Covid, il y a eu énormément de mouvements d'entreprises qui ont réduit leurs espaces de travail, mais qui ont aussi décidé de mettre un petit peu plus de budget dans du serviciel pour attirer les talents dans leur bureau. Merci beaucoup Alexis Deloigne et bon vent à Bram. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!